la CEDEAO se donne un délai de 6 mois pour déstabiliser l'Alliance des États du Sahel et avoue qu'elle n'est plus rien sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Chez moi, à Dakar, on dit je dis que, hein, et à Abidjan, on dit je dis où. Mais les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? C'est-à-dire que là, quand j'arrive sur la CEDEAO, j'ai envie d'enlever mes chaussures avant de parler. Là, je me déchausse là. Je dis où? Je dis que, hein, les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? Est-ce que vous pouvez m'aider à poser cette question sous la vidéo? Que chacune et chacun d'entre vous pose la question. Pour qu'au moins les derniers fantômes de la CEDEAO entendent. On leur demande, votre problème même là, c'est quoi? Parce que nous ici, qui vivons en Europe, on a assisté à la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne. On appelait ça le Brexit. La Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, mais ça n'empêche pas que les Britanniques viennent en Europe, ni que les Européens aillent en Grande-Bretagne. On a assisté à ça. Nous voyons même, par exemple, entre le Canada et les États-Unis, des discussions qui peuvent conduire à la rupture de certains accords commerciaux. Par exemple, ils ont une discussion actuellement sur la distribution du courant, sur le prix du courant, le prix de l'énergie entre le Canada et les États-Unis. S'ils ne tombent pas d'accord, ils rompent les accords commerciaux dans tel ou tel domaine. Et la vie continue. Je dis, il y a eu le Brexit. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Et puis elle est sortie. Et ici en Europe, la vie a continué. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. L'Europe ne s'est pas mise à brûler en plein jour. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à la gare du Nord à Paris ou à la gare de l'île Flandre. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à Bruxelles. Et puis tu peux prendre comment on appelle ça, le Thalys, et puis aller à Londres. Tu peux aller à l'aéroport à Paris ou à Orly, prendre un avion et aller à Londres. Les Européens vont toujours, eh bien, en Grande-Bretagne, les Britanniques viennent toujours en Europe. Pourtant, la Grande-Bretagne s'est retirée. Le Royaume-Uni tout entier même s'est retiré de l'Union européenne. Mais le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en fin janvier 2023 de se retirer de la CEDEAO. Et dans le cas d'espèce, la CEDEAO se comporte comme si, sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger, elle ne peut plus vivre. Comme si, vraiment, ces 3 pays-là, finalement, c'était les seuls pays de la CEDEAO. Parce que quand même, il y avait une quinzaine de pays là dans ce machin, le CEDEAO. 3 se retirent. Ils sont en train de pleurer. Ils pleurent. Mais même les enfants qui ont un caractère tordu ne peuvent pas pleurer pendant 1 an quand même. Vous avez déjà vu un enfant qui pleure pendant 1 an? Quoi qu'il lui soit arrivé, il va quand même sécher ses larmes. Alors on ne comprend pas le syndrome de la CEDEAO là. Quel est le concept qu'on peut appliquer à ce syndrome? Il y a le concept de la langue ivoirienne ordinaire, le concept de goumen-goumen. Mais non, le goumen-goumen ne suffit pas. Je pense que là, la CEDEAO souffre d'un phénomène de goumen-goumen avec un exposant. Je ne sais pas, c'est peut-être exposant 1000. Il faut placer un exposant, mais c'est exponentiel. Quelqu'un t'a quitté il y a 1 an, tu pleures tous les jours. Quelqu'un t'a quitté il y a 1 an, tu pleures tous les jours, comme si c'était le premier jour. Quand même, si on te met une grosse gifle et que tu te mets à pleurer, que tu pleures fort maintenant, quand la gifle vient d'atterrir dans ton oreille, on peut comprendre. Mais 1 an après qu'on t'ait giflé, tu pleures encore. C'est toujours la gifle là. Je voudrais d'abord comprendre l'état psychologique de cette organisation. Est-ce que ces gens-là, ils se portent même bien sur le plan mental? Je suis inquiet. Les dirigeants de la CEDEAO ont d'abord un problème de déséquilibre psychique. Ils ne vont pas bien sur le plan psychologique. Ça me pose un vrai problème. J'essaie d'abord de comprendre pourquoi
Pourquoi ils s'accrochent? Pourquoi ils s'accrochent aussi violemment? Pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent aussi violemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Et quel est leur état mental? Parce qu'il y a peut-être un problème d'état mental de la CEDEAO. La CEDEAO ne se porte pas bien. Et, et il faudrait essayer de savoir ce qui se passe dans la tête des dirigeants de la CEDEAO. On ne peut pas avancer dans cette affaire sans comprendre pourquoi ils sont incapables de vivre sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors qu'ils ont dit que ces pays-là, c'était des pays pauvres, qui ne représentaient rien du tout. Ils les ont insultés comme du poisson pourri pendant de très longs mois. Mais je dis que quel est le problème de la CEDEAO? Prenons ça au sérieux. La question que je pose là, je suis en train de tourner autour d'une question, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une question grave. Hein? Parce que si on ne sait pas quel est leur problème, on risque de rater quelque chose là. Quel est leur problème? Ils se réunissent entre eux et ils passent tout leur temps à parler de ceux qui les ont quittés il y a un an et qui n'ont pas leur temps. Parce que nous allons voir en face que fait l'AES. Comment l'AES, elle se comporte. La différence entre une organisation de psychopathes politiques et une organisation d'hommes et de femmes normaux. En tout cas, équilibrés, harmonieux. C'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. Bon. Alors, je suis obligé de faire des hypothèses pour comprendre le comportement de la CEDEAO. En fait, la CEDEAO va mal parce qu'en fait, la CEDEAO n'avait pas été... Depuis 1991 notamment, quand la fameuse déclaration des principes politiques a été mise en place, pour que cette organisation devienne un outil de surveillance politique et économique du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental sur les pays d'Afrique de l'Ouest, à partir de cette date-là, la CEDEAO a perdu la tête. Donc, première hypothèse, la CEDEAO, c'est une organisation qui, en fait, avait perdu la tête depuis longtemps. C'était une folle qui s'ignorait. La CEDEAO était folle, mais elle ne savait pas pourquoi. C'est une observation du président Abdourahmane Tiani, président du Niger, qui m'a amené à creuser pour comprendre d'où vient la maladie de la CEDEAO. À la base, la CEDEAO est créée en 1975 par des chefs d'État ouest-africains qui sont presque tous des chefs d'État par coup d'État. Des gens qui ont pris le pouvoir partout par coup d'État. Mais qui décident de créer une organisation de coopération économique et d'intégration économique. De 1975 à 1991, la CEDEAO va vraiment fonctionner de cette façon-là. Elle va être focalisée sur toutes les initiatives ayant pour but de rapprocher les économies et les sociétés de ces pays. Mais en 1991, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental introduisent à l'intérieur des textes de la CEDEAO une certaine déclaration des principes politiques qui dit que désormais, la CEDEAO est chargée de surveiller la bonne gouvernance, la démocratie et la convergence des sociétés ouest-africaines avec les droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par l'Occident. C'est là que la CEDEAO a perdu la raison. La CEDEAO a perdu sa raison d'être. Elle a cessé de fonctionner comme une organisation d'intégration économique pour devenir une organisation de surveillance, de contrôle, une camisole de force. En réalité, la CEDEAO est devenue une organisation néocoloniale et impérialiste. Voilà pourquoi lorsqu'il y a 3 pays de la taille, en effet, du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui se retirent, le malaise de la CEDEAO, il n'est même pas économique. Il n'est pas économique parce que les échanges à l'intérieur de la CEDEAO représentaient 5%. 5% des échanges économiques de la sous-région. Vous comprenez? Seulement 5%. Le malaise n'est pas économique en tant que tel d'abord parce que les peuples de la CEDEAO et ceux de l'AES partagent le même espace et sont condamnés à vivre ensemble. C'est-à-dire que des Ivoiriens sont condamnés à entrer au Mali, entrer au Burkina, des Burkinabés, des Maliens sont condamnés à entrer en Côte d'Ivoire, entrer au Bénin, entrer au Togo, des Béninois sont condamnés à entrer au Niger, des Nigériens sont condamnés à voyager jusqu'au Sénégal. Ces peuples-là, de facto, sont condamnés à vivre ensemble. Ils n'ont même pas besoin d'appartenir à la même organisation. Ils appartiennent au même espace, au même biotope. Ils ont la même géographie. Et ils sont embarqués dans la même histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a créé l'AES et qu'on a créé la CEDEAO que les peuples de l'AES et de la CEDEAO ne continuent pas à vivre ensemble.
La preuve, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. D'abord, ils vivaient ensemble avant la création de la CEDEAO. Et ils vivent ensemble après la création de l'AES. Ils vivent ensemble pendant même que la CEDEAO moribonde et l'AES cohabitent. Donc le fait qui est à l'origine du comportement bizarre de la CEDEAO, ce n'est pas un problème économique. C'est que, en fait, la CEDEAO était devenue un moyen de contrôle de la sous-région ouest africaine pour des intérêts non africains, c'est-à-dire les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Alors, ceci nous permet déjà de comprendre d'où vient ce comportement. Les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des individus harcelés. Ils sont sous pression. Et là, j'utilise une deuxième expression que j'emprunte au président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit que les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des individus qui sont pistonnés. Voilà comment le président Gbagbo a utilisé son doigt pour décrire ces gens-là. Il dit, eux tous là, ce sont des gens qui sont pistonnés. Les sanctions illégales, inhumaines, les sanctions cyniques, criminelles, abominables que la CEDEAO a prises contre le Mali, le Burkina, le Niger, ces sanctions-là ne venaient pas des dirigeants africains de la CEDEAO. Ce sont des sanctions qui ont été dictées par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. La preuve. Avant que le Mali ne soit durement frappé en janvier 2022 par les sanctions de la CEDEAO, au mois de décembre 2021, j'avais dénoncé ici une déclaration de 17 pays européens, principalement des pays de l'OTAN, qui menaçaient le Mali de punitions sévères si le Mali s'engageait dans une coopération avec la Russie et la Chine. Je dis bien déclaration de décembre 2021. Vous la trouverez. 17 pays occidentaux ont signé pour menacer le Mali de coups et blessures. Et avant décembre 2021, le président français Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères d'alors, Le Drian, avaient prévenu qu'ils allaient demander à la CEDEAO de punir le Mali si le Mali continuait de se rapprocher de la Fédération de Russie. Vous vous en souvenez ou pas? Vous vous souvenez de ça ou pas, mes chers amis? Vous vous en souvenez ou pas? Les décisions que la CEDEAO a prises contre le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont des décisions qui ont été d'abord annoncées publiquement par les dirigeants occidentaux. Le président Macron, lui, s'en est pas caché. Il a dit, je vais prendre contact, je vais appeler les dirigeants de la CEDEAO pour prendre des mesures contre le Mali. Le président Macron l'a dit devant les journalistes. Il l'a dit fin novembre, début décembre 2021, et en janvier 2022, le Mali était frappé de sanctions illégales, illégitimes, de sanctions sauvages. Oui ou non? Donc, en fait, on vient de comprendre pourquoi la CEDEAO va mal. Parce qu'en fait, les gens de la CEDEAO, là, les dirigeants africains que vous voyez là, ce sont des pantins. Ils sont trimballés, en fait. Imagine quelqu'un qui parle, mais en ayant une oreillette. Ce qu'il te dit ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui parle dans son oreille et lui, il répète. Ce sont des dirigeants pistonnés. Retenez le mot du président Laurent Gbagbo. Le comportement troublé de la CEDEAO, le comportement névrotique et même psychotique de la CEDEAO, il vient du fait que ce sont des dirigeants qui sont pistonnés. Ils sont mentalement aliénés. Alienatus, en latin, signifie celui qui est guidé du dehors, celui qui est piloté de l'étranger. Alienatus. Ce sont des aliénés politiques. D'accord? Ce n'est pas eux. Quand vous entendez Ouattara se lever pour dire « Nous allons monter un commando de 1500 pour attaquer le Niger », aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'il y avait 1500 soldats, il y avait 2000 soldats français qui avaient sauté en Côte d'Ivoire et qui étaient prêts à attaquer le Niger. Quand Alassane Ouattara se dressait comme ça à Cotonou sur ses petits mollets ou bien à Abuja pour dire que lui va attaquer le Niger, en fait, ce n'est pas Ouattara qui parlait. C'est Emmanuel Macron qui parlait à travers la bouche de Ouattara. Pourquoi? Parce que, comme l'a révélé Jean-Marie Bockel, en fait, dès septembre, il y avait 2000 soldats français positionnés à Abidjan pour attaquer le Niger. Donc, ce n'est pas Ouattara qui parlait. Alassane Ouattara, c'est le ventriloque de Macron.
C'est pas Alassane Ouattara qui parlait. Si vous écoutiez bien, vous auriez entendu la voix de son maître. Tinubu, c'est un ventriloque. C'est pas lui qui parlait, ce sont ses patrons. Les néocolons français et les impérialistes occidentaux, ce sont eux qui parlaient à travers lui. Si vous écoutiez bien la voix de Tinubu, vous entendriez la voix des dirigeants occidentaux qui le tiennent. Regardez Mbalo, un homme qu'on déshabille devant son peuple à Bissau. Est-ce que c'est lui-même qui parlait? Regardez Macky Sall, qu'on appelle comme un toutou au téléphone. T'es où, Macky? Macky, t'es où? T'es où? T'es où? Tous des pantins. Tous des pantins. Il n'y en a pas un seul qui parle en son nom propre. Quand vous voyez Patrice Talon, qui lui aussi se lève pour menacer le Niger, c'est-à-dire que vraiment, honnêtement, Talon, je ne sais pas sur quoi il compte. Lui aussi, quand il fallait menacer le Niger, Talon aussi se tient debout. Hein? Aujourd'hui, on sait que quand Talon se tenait debout là pour menacer le Niger, ce n'était pas Talon. Talon n'est pas Talon. Derrière Talon, il y avait d'autres étalons. Derrière Talon, il y avait les gros souliers de la France-Afrique. Derrière Talon, c'est Talon, c'est le ventriloque du néocolonialisme. Parce que quand toi-même tu regardes Talon et ce qu'il disposait comme moyen face au Niger, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui menace le Niger? Tout le comportement de la CEDEAO est un comportement donc aliéné. C'est une organisation d'aliénés mentaux, d'aliénés politiques. Ce sont des gens qui sont téléguidés. Ils n'existent pas par eux-mêmes. Ce sont des individus hétéronomes. En philosophie, nous distinguons l'individu autonome, autonomos, autonomos, celui qui a sa loi en lui-même, son principe d'action en lui-même, et l'individu hétéronome, hétéros, en grec veut dire autre. Nomos, celui qui a sa loi hors de lui. Sa loi est placée chez quelqu'un d'autre. La CEDEAO est un conglomérat d'aliénés, d'individus hétéronomes, donc ils sont guidés de l'extérieur. Et voilà pourquoi ils ont le comportement que vous voyez, parce que leurs maîtres leur mettent la pression. Ils sont sous pression. N'oubliez pas le geste du président Laurent Gbagbo. Ils sont pistonnés. Ce sont des individus pistonnés. Quand vous les voyez là, il faut savoir qu'il y a des fils invisibles. Ce sont des marionnettes. Ils ne bougent pas par eux-mêmes. Quand ils bougent leurs mains comme ça, parce qu'il y a un fil, ils sont attachés. Hein? L'une des méthodes qui sont utilisées par les néocolons pour les tenir, c'est la saisie de leurs biens en Occident. C'est-à-dire que tout ce que Tinubu peut avoir aux États-Unis, ce que Talon peut avoir en France, ce que Ouattara peut avoir en France, on les menace de mettre la main dessus. Par exemple, on dit, attention, il peut y avoir des procédures pour les biens mal acquis. Hein, attention. On leur met la pression comme ça, et c'est ce qui explique leur comportement moutonnier. Ils suivent les néocolons dans toutes les directions, parce qu'on les tient. On les tient. Les marionnettistes dont parle Platon dans le mythe de la caverne, les marionnettistes sont donc les néocolonialistes et les impérialistes. Ils tiennent nos dirigeants de pacotille de la CEDEAO là, vraiment comme les marionnettes de spectacle. Il y a des fils invisibles qui tiennent les bras, les pieds de Ouattara Draman, de Talon Patrice, de Nana Akufo-Addo, de Adebola Tinubu, de Mbalo, hein, de comment il s'appelle, Diomaye. Vous voyez comment Diomaye est en train d'être menacé? Mais c'est la France-Afrique qui a lancé la campagne pour dire que les généraux de Diomaye ne sont pas d'accord pour le retrait de l'armée française. C'est la France-Afrique qui est derrière. C'est pour menacer Diomaye qu'il mène la campagne de presse pour dire que, attention, il y a une grogne des généraux au Sénégal. On le menace de coup d'État, en fait. Que s'il continue avec cette affaire de retrait des bases militaires françaises, les militaires vont sortir. Ce sont eux. Et vous comprenez donc le comportement de Diomaye. Vous comprenez pourquoi il est ambigu. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Vous devez partir, mais il n'y a pas de délai. Tout cela fera l'objet d'une négociation entre le Sénégal et la France. Ne vous inquiétez pas, ça va. C'est pas tout de suite. Pas... Vous savez pourquoi il dit que c'est pas tout de suite? Mais parce qu'il est menacé. Il est menacé. Les gars sont là avec des marteaux piqueurs, des marteaux pilons pour les menacer. Voilà la raison de leur comportement. Parce que si vous essayez de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, il vous faut vous rendre compte qu'en fait, ils sont trimballés. Ils sont tripatouillés. Ils sont menacés. D'accord? C'est extrêmement important. Alors, ils décident
d'abord de dire que la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, de la CEDEAO, devrait prendre effet à partir du 29 ou du 28 janvier 2025. Car les textes de la CEDEAO disent que quand un État décide de partir, il dispose bien, d'un délai d'1 an pour partir. Cet État dispose d'un délai d'1 an pour partir. Mais écoutez, soyons sérieux. Le Mali, le Burkina et le Niger, je le rappelle une fois de plus, quand ils ont quitté en fin janvier 2023, la CEDEAO ont précisé que leur départ avait un effet immédiat. Pourquoi? Parce que la CEDEAO ne respecte pas ses propres textes. Si la CEDEAO respectait ses propres textes, alors là, le Mali, le Burkina et le Niger devraient observer le fameux délai d'1 an qui est prévu par les textes. Mais les sanctions illégales, illégitimes, criminelles qui ont été prises par le Mali, par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger, elles n'étaient pas prévues par les textes de la CEDEAO. Pourquoi voulez-vous que le Mali, le Burkina et le Niger se soumettent aux textes de la CEDEAO alors que la CEDEAO ne les respecte pas? Pourquoi voulez-vous que ce fameux délai soit respecté, le délai d'1 an, alors même que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté ses propres textes? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nul ne peut s'en prévaloir. Une organisation qui ne respecte pas ses textes ne peut pas contraindre ceux qui ont décidé de la quitter à respecter ces textes. Donc, le fameux délai d'1 an ne concerne pas le Mali, le Burkina et le Niger. Deuxième observation, le Mali, le Burkina et le Niger ne veulent pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ils savent que ce sont les dirigeants aliénés de la CEDEAO qui sont à l'origine de la crise qui a entraîné leur départ. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas cessé de prendre des mesures pour adoucir, pour amortir les effets de leur départ de la CEDEAO sur les populations. D'abord les populations, bien sûr, du Mali, du Burkina et du Niger, mais aussi les populations même de la CEDEAO. Parce que les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger actuels sont des panafricanistes convaincus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas mener et ils ne doivent pas mener une politique contre les peuples de la CEDEAO. Ils sont obligés de mener une politique de lutte contre les dirigeants corrompus de la CEDEAO, contre l'organisation infecte qu'est la CEDEAO. Mais le Mali, le Burkina et le Niger ne combattent ni le peuple ivoirien, ni le peuple nigérian, ni le peuple béninois, ni le peuple bissau-guinéen, ni le peuple sénégalais. Ils ne combattent pas les peuples. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel a donné une leçon de maturité à la CEDEAO en disant que les citoyens de la CEDEAO sont libres de circuler dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Avec leur papier CEDEAO, ils sont libres de circuler. Il ne leur sera pas fait d'obstacle, sauf ceux qui viendraient, comme les 49 mercenaires de Wagner, viendraient déstabiliser, tenter de déstabiliser les institutions de l'AES. Ceux-là ne sont pas les bienvenus. Le Mali a dit, les Ivoiriens, les Guinéens, les Béninois, les Togolais, les Bissau-Guinéens, les Sénégalais, les Nigérians sont les bienvenus. Toutes les populations de la CEDEAO peuvent continuer de traverser, de vivre, de s'installer dans la zone AES. L'AES n'a pas été créée contre les peuples africains. Elle est au service des peuples africains parce qu'elle est au service de l'idéal panafricain. Or, il vous souvient bien que la CEDEAO, à un moment donné, voulait utiliser les peuples pour renverser l'AES. La CEDEAO s'était mise à faire un chantage au passeport en prétendant que si l'AES ne poussait pas les peuples maliens, burkinabés et nigériens à retourner à l'intérieur de la CEDEAO, alors les passeports de l'AES ne seraient pas reconnus et ne permettraient pas aux ressortissants de l'AES de circuler dans tout l'espace ouest africain librement, comme c'était le cas avec le passeport de la CEDEAO. Vous voyez que la CEDEAO, c'est une organisation qui était prête et qui est prête à utiliser les peuples. L'objectif, c'était de faire quoi? C'est de provoquer une révolte, une rébellion du peuple malien contre le président Assimi Goïta.
Une révolte du peuple burkinabé contre le président Traoré. Une révolte du peuple nigérien. Parce qu'en fait, ces gens de la CEDEAO, qui sont au service des néocolons français, des impérialistes occidentaux, espéraient que les peuples privés de la mobilité, de la possibilité de voyager comme ils voyageaient avant, se retournent contre leurs dirigeants. Voilà la politique de la CEDEAO. C'est une politique de déstabilisation dans laquelle ils sont prêts à instrumentaliser les peuples contre les dirigeants et même à opposer les peuples les uns aux autres. Alors que la politique de l'AES est une véritable politique d'intégration. L'AES dit, nous sommes AES, nous, Mali, Burkina, Niger, nous sommes partis de la CEDEAO pour toujours, de manière irréversible. Mais nous gardons un très grand souci des peuples africains. L'AES est une organisation panafricaine. Voilà pourquoi tous les peuples ouest-africains sont libres de circuler dans l'espace de l'AES, sans entrave. Et par là, en fait, l'AES met la CEDEAO dos au mur. Pendant que l'AES autorise au peuple de la CEDEAO de circuler librement dans son espace, qu'est-ce que la CEDEAO peut dire contre l'AES? La CEDEAO peut-elle justifier devant les peuples de la CEDEAO une décision qui consisterait à dire oui, nous, Ivoiriens, on a le droit de voyager au Mali, voyager au Burkina, voyager librement au Niger. Mais les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens n'ont pas le droit de voyager en Côte d'Ivoire. Est-ce que la CEDEAO peut expliquer ça au peuple ivoirien? C'est là qu'on sait que l'AES a un niveau tactique et stratégique élevé. Le piège dans lequel la CEDEAO voulait prendre l'AES, l'AES a pris la CEDEAO dedans. Toute décision que la CEDEAO prendrait pour empêcher les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens d'avoir la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, cette décision, les peuples de la CEDEAO sauraient que c'est une décision d'origine étrangère. Parce que les Ivoiriens vont pouvoir dire à Ouattara Draman, mais pourquoi tu empêches les Maliens de voyager librement chez nous, alors que les Maliens nous ont autorisés à voyager librement chez eux? Ouattara Draman, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que tu fais ça. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres français. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres américains, à tes maîtres européens qui veulent qu'il y ait la guerre entre les Africains pour pouvoir venir voler notre uranium, notre gaz, notre pétrole, notre or, notre diamant, comme ils le font depuis 600 ans. L'AES, en disant, citoyens de la CEDEAO, venez chez vous, venez vous promener chez nous. L'AES accueille à bras ouverts tous les peuples de la CEDEAO, tout en demeurant l'AES. L'AES a infligé une défaite tactique et stratégique à nos aventuriers ambigus de Dakar. Mais si les Sénégalais, qui avaient commencé à contrôler les pièces d'identité maliennes bizarrement, si les Sénégalais, maintenant qui savent qu'ils peuvent venir au Mali, ils peuvent venir au Niger, ils peuvent venir au Burkina avec leurs papiers sénégalais. Si les Sénégalais apprennent que Bassirou et Ousmane Sonko veulent continuer à empêcher les Maliens de venir au Sénégal, mais les Sénégalais vont se retourner vers Ousmane Sonko, ils vont leur dire « Waouh, Sonko, mais on ne te comprend plus. On pensait que c'est parce que les pays de la CEDEAO ne peuvent pas se promener dans l'espace de l'AES que toi, tu avais commencé à surveiller les pièces de nos frères maliens. Mais les Maliens disent que les Sénégalais, venez avec la carte d'identité sénégalaise au Mali. Il n'y a pas de problème. Laissez même affaire de passeport. Si vous avez une carte d'identité sénégalaise, venez au Mali. Passez. Les Maliens disent qu'il faut passer. Venez passer. Venez faire les affaires. Venez, venez. Les Burkinabés disent Sénégalais, venez. Les Nigériens disent venez. Venez passer. Donc maintenant, tous ces pays vassaux-là de la CEDEAO sont en difficulté. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger les ont eus. Ils leur ont dit, mais nous, on est panafricanistes. Nous, on est les vrais panafricanistes. Voilà nos bras. Voilà les mains du Burkina, du Mali et du Niger qui sont ouvertes à toute l'Afrique comme ça. Venez. Soyez les bienvenus, mais respectez nos règles de sécurité. Respectez nos règles de souveraineté. Respectez nos intérêts vitaux. Venez, c'est chez vous. Vous êtes des Africains. Nous, on ne va pas discriminer sur la base du passeport AES contre le passeport CEDEAO. On n'est pas dedans. Venez. Donc, maintenant, ils sont en difficulté. Parce que alors qu'ils voulaient instrumentaliser le problème de la mobilité des personnes, ça ne marche plus. À partir du moment où l'AES laisse les peuples de la CEDEAO circuler dans son territoire, aucun pays de la CEDEAO n'a
un angle de tir pour dire qu'il va empêcher les ressortissants de l'AES de circuler dans son territoire. Parce qu'à ce moment, on va se rendre compte qu'en fait, voilà donc l'œuvre des néocolons. On va dire, mais vous êtes contre nous. Les peuples vont dire, mais hey, moi j'ai le droit d'aller au Mali, mais laissez les Maliens avoir le droit de venir au Bénin, au Togo. Je peux aller faire des affaires au Mali, mais laissez les Maliens venir faire des affaires chez nous. Je peux voyager au Mali, mais laissez les Maliens circuler. Donc, c'est dans le jeu tactique et stratégique une grande leçon que l'AES leur a donnée. Parce que ce sont, en fait, comme ce sont des malades mentaux, là, les dirigeants de la CEDEAO, ils n'ont pas vu venir. Ils ne savent pas que, à la tête de l'AES, il y a essentiellement des grands tacticiens et des grands stratèges. C'est une grande leçon de stratégie qui leur a été donnée. N'est-ce pas? Donc, l'Alliance des États du Sahel ne va jamais accepter de fondre dans la CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger ne retourneront plus à la CEDEAO. Si la CEDEAO se rend compte qu'elle n'est rien sans le Mali, le Burkina et le Niger, elle n'a qu'à proclamer sa fin. Une organisation humaine, là, elle est une réalité mortelle, comme l'humanité. Si la CEDEAO n'a plus de raison d'être, que les dirigeants de ce qui reste de la CEDEAO se réunissent et déclarent la fin de leur organisation. Ceux qui veulent adhérer au principe de l'Alliance des États du Sahel, qu'ils frappent gentiment à la porte. Le proverbe dit, quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Si vous êtes mal à l'aise dans la CEDEAO, si la CEDEAO vous a rendu fou et bête, si la CEDEAO est invivable pour vous, si la CEDEAO n'a plus de sens pour vous, mais remplissez donc les critères et demandez. On vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Si vous remplissez les critères. Mais pour adhérer à l'AES, là, il faut se libérer du néocolonialisme français et il faut se libérer de l'impérialisme occidental. Ça fait déjà 2 conditions. 3e condition, il faut défendre les intérêts des peuples. Voilà 3 conditions pour adhérer à l'AES facilement. Si en Côte d'Ivoire, il y a des dirigeants qui ne sont plus soumis aux néocolons français, ni aux impérialistes occidentaux en général, mais la Côte d'Ivoire peut adhérer à l'AES, ou même elle peut signer avec l'AES un partenariat stratégique avancé, sans même avoir besoin d'adhérer. Si à la tête du Nigeria, il n'y a plus ce Tinubu qui est un pantin américain et anglais, un pantin de Paris, mais des dirigeants qui servent le peuple nigérien, mais qu'est-ce qui va empêcher le Nigeria de passer des conventions ou même d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel? Il faut, si vous constatez que la CEDEAO est mauvaise, il faut l'enterrer. Il faut dire la messe de requiem de Dame CEDEAO et qu'on en finisse. Mais on ne va quand même pas transformer la CEDEAO en un os de Morlam. Vous connaissez l'affaire de l'os de Morlam? Morlam est mort parce qu'il ne voulait pas partager l'os avec son ami Moussa. Il voit Moussa arriver, Awa a préparé un os tellement onctueux, un os délicieux et savoureux. Mais Morlam, c'est un avare. Et la CEDEAO, là, c'est Morlam. Très avare, très méchant, très cupide, avec un manque de reconnaissance pas possible. Quand son ami Moussa pointe là, au lieu de dire à sa femme, ah ouais, il faut servir la nourriture, je vais manger avec Moussa, Morlam se met à simuler que lui, il est gravement malade. Mais c'est le comportement de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est Morlam. Ils sont là, oh, depuis que le Mali, le Burkina sont partis, moi, je ne peux plus vivre, je ne peux plus respirer, hey, je suis en train de mourir. On dit CEDEAO. C'est comment? Bon, si tu dois mourir, meurs. Et si tu ne veux pas mourir, viens et asseyons-nous et discutons et entendons-nous. On peut vivre ensemble, à condition que tu respectes les règles justes que nous nous sommes fixées. Donc voilà la CEDEAO qui est en train de faire son Morlam. Oh, si le Mali ne revient pas, maintenant on leur donne 6 mois. Ah, si dans les 6 mois ils ne sont pas revenus, ah, on va faire un caca nerveux. Aïe, aïe, aïe. On va péter un câble. Ah, nous, la CEDEAO, non, on va diafoule, on va mélanger le coin. Si le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas revenus dans les 6 mois, moi, Alassane Dramane Ouattara, ça va chauffer. On dit, c'est comment? Chez moi, à Douala, au Cameroun, on dit, l'amour n'est pas forcé. L'amour, là, ce n'est pas forcé. C'est quel goumen exponentiel, logarithmique? Un goumen quantique, hypersonique. On peut faire ça
collé, cimenté, comme dirait Sidiki Diabaté. CEDEAO, il y a quoi? Est-ce que tu es né sœur siamoise de l'AES? Vous êtes né collé? Non, même les siamois, comme dit Go Michel, on ne les sépare. L'AES a dit, voilà ta route, va vers le néocolonialisme français, CEDEAO. Va vers l'impérialisme occidental, va et meurs. Parce que ceux-là, ce sont des dispensateurs de mort. Va. Et tu veux pas, tu vas et puis tu cries, oh, me voilà qui suis en train de mourir comme ça. C'est de la faute à l'AES. Si je ne vais pas bien, c'est la faute à l'AES. Si vous me voyez, hein, si vous ne me voyez plus, c'est là où on dit, oh, s'il te plaît, si tu veux mourir, meurs, qu'on t'enterre. Et si tu veux vivre aussi, change d'habitude. Quitte dans ça. Quitte dans cette sorcellerie dans laquelle tu t'es installé et rejoins l'Afrique des libertés. La CEDEAO, c'est mort l'âme. Et l'AES est dans la position de Moussa. L'AES a dit à Awa, amène l'os. On mange ça, qu'on en finisse. Et ce Moussa, on l'enterre. Et puis toi-même là, tu viens avec nous. Awa là, ce sont les peuples de la CEDEAO. Dans l'histoire de l'os de Morlam. Awa, ce sont les peuples de la CEDEAO. L'AES va les récupérer tous. Comme Moussa a récupéré la veuve de Morlam. L'AES prend l'os et ensuite il récupère la femme. Et puis c'est fini. Abana peu, on avance. Parce que l'autre est tellement méchant, il ne veut rien partager. Comme il ne veut rien partager, finalement, il perd tout. Morlam est mort d'excès de méchanceté. Et la CEDEAO va mourir pareil. Écrivez ça. Quand tu es trop mauvais, tu finis très, 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 très mal. C'est le karma. Alors, ils se donnent 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'entre janvier 2025 et juin 2025, ils auront le temps d'organiser des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tout le monde a compris, non? Ils sont en train de réorganiser les rébellions. Ils sont en train de financer les groupes terroristes. Ils sont en train de voir comment ils peuvent essayer d'utiliser la formule qui a réussi contre Bachar el-Assad en Syrie. Comment ils peuvent l'utiliser contre Assimi Goïta au Mali, contre Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou contre Abdourahmane Tiani au Niger. Les événements de Syrie leur ont donné une lueur d'optimisme. Après leur tentative de Tinzawaten, après leur tentative de Barsalogo, après les nombreuses agressions sauvages qu'ils perpètrent contre nos forces patriotiques, les forces armées du Niger, ils se disent, on peut faire craquer l'AES. Pour cela, on va endormir l'AES en créant un faux délai qui ne signifie rien, qui n'intéresse personne. Un faux délai de 6 mois dans lequel on va donner l'impression de pouvoir encore négocier quelque chose. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier si ce n'est les conditions de la coexistence, de la cohabitation. Vous, CEDEAO, vous êtes une organisation vassale du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. L'AES est une organisation panafricaniste. C'est une organisation souverainiste africaine. Donc, vous n'appartenez pas au même paradigme. Vous n'appartenez pas aux mêmes dimensions. Vous, les néocolonisés, les impérialisés, les valets, les vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme, vous devez rester entre vous et débrouillez-vous comme vous vous débrouillez déjà jusqu'à votre fin. Comme Moussa, dans l'histoire, comme, pardon, Morlam, dans l'histoire de l'os de Morlam. Nous, Alliance des États du Sahel, organisation souverainiste panafricaniste, on marche dans notre chemin. Mais au bout du compte, là, la CEDEAO va mourir et les peuples de la CEDEAO vont rejoindre l'AES. Écrivez ça. La CEDEAO, c'est Morlam. L'AES va récupérer l'os et la femme. Écrivez ça. C'est ce que je voulais dire. Ils comptent sur des coups d'État au Burkina, au Niger ou au Mali dans la première moitié de l'année 2025. C'est chez eux que ce qu'ils croient là, c'est chez eux que ça va se passer. Tous ceux qui croient qu'ils vont renverser le président Assimi Goïta, le président Tiani ou le président Traoré dans les 6 mois de 2025, eux-mêmes, ils ont choisi les 6 mois dans lesquels ils vont tomber. Écrivez ça. Tilana. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tous les pays qui se sont donné 6 mois pour renverser l'AES, ils se sont donné 6 mois pour tomber eux-mêmes.
tous les dirigeants qui se sont assis à Abuja. Ah ouais, if we give them 6 months, I think that Nigeria can do something against them. Ça, c'est Tinubu qui parle comme ça, toujours les yeux fermés. Un vieux grigou. Ouattara Dramane a ajouté, oui, je pense qu'un délai de 6 mois, on a le temps quand même d'essayer d'agir. On peut. Vous vous souvenez de sa conversation avec Boubou Cissé? C'est comme ça qu'ils ont parlé à Abuja. Ils ont préparé des coups tordus contre le président Traoré. Ils sont en train de travailler vraiment à tous les schémas. Est-ce qu'on envoie des virus? Ouais, vous avez vu ce qu'ils utilisent contre Tshisekedi? On va en parler tout à l'heure. Hein? Quand Tshisekedi organise un peu l'armée congolaise, quand les FARDC commencent à combattre correctement, on envoie un virus. Les gens n'ont même pas vu ça. On dit, oh, une maladie mystérieuse est apparue au Congo. Ouais, Balok Pékin. Qu'est-ce qu'on doit expliquer aux Africains pour qu'ils comprennent? Les virus font partie de la guerre. Les virus sont des armes de guerre. Je vous lis depuis des années ici des livres entiers où je vous extrais des aveux, des documents déclassifiés, des renseignements généraux, des puissances impérialistes qui avouent avoir utilisé des virus pour combattre. Aujourd'hui même encore, je vous rapportais un document déclassifié de la CIA qui dit que pour combattre Lumumba, elle a envoyé des espions avec des virus pour rendre les Congolais malades, empoisonner Lumumba en utilisant un virus. Virus, ils fabriquent des virus en laboratoire et ils les utilisent pour régler des problèmes politiques. Voici l'armée congolaise, les FARDC, qui se met en ordre de bataille, qui s'organise, etc., qui commence à construire le front, mettre le M23 en difficulté. On envoie un virus dans la zone où l'armée congolaise se réorganise. On envoie un virus là-bas. Et puis, les dirigeants congolais sortent. Un virus mystérieux est apparu. On ne sait. Il est mystérieux comment? Il n'y a pas de virus mystérieux. Les virus existent sur la Terre où ils sont fabriqués par l'homme. Il y a les virus qui existent à l'état naturel sur la Terre, qui se reproduisent naturellement sur la Terre. Et maintenant, il y a les virus que l'homme fabrique. Et c'est surtout les seconds qui servent à la guerre. Il faut que vous sachiez ça, les Africains. Les dirigeants africains ont une responsabilité énorme en matière de sécurité et de santé publique. Ne vous amusez pas avec cette question des virus. Il ne faut pas vous amuser avec la question des vaccinations. Il ne faut pas laisser n'importe qui débarquer dans un pays vacciné. Les enfants des gens. Surtout en Afrique. Parce que ce n'est pas la première fois que les virus, les bactéries, sont utilisés pour amenuiser les Africains. J'ai écrit un livre entier avec 3 études phares à la fin de l'année 2022. Et il y a un article qu'il faut lire et il est disponible dans la presse internationale. L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales. J'ai donné les preuves. Je suis le docteur des preuves. Bon. Donc, la CEDEAO que vous voyez là, elle est chargée de mener une guerre multiforme contre l'AES. Guerre financière, guerre biologique, guerre monétaire, guerre psychologique, guerre spirituelle, guerre tactique, guerre stratégique, guerre ouverte. C'est la mission de la CEDEAO. Gare aux dirigeants africains qui va se tromper sur la mission réelle de la CEDEAO. Une organisation aliénée qui, depuis 1991, est devenue un instrument de surveillance, de contrôle, un instrument d'esclavagisation de l'Afrique de l'Ouest. Gare à celui qui va s'amuser à oublier cela un seul instant. Tout peuple, tout dirigeant ouest-africain qui oublie un seul instant la vraie nature de la CEDEAO va le regretter pour toujours. C'est ce que je voulais dire. Parce que je vois parfois certains de nos dirigeants qui baissent de vigilance. Je vois parfois certains de nos peuples qui baissent de vigilance. À certains moments, on les voit croire un tant soit peu aux bonimenteries de ces gens, qui sont en réalité des suppôts du néocolonialisme et de l'impérialisme. C'est ce qu'ils sont. Les 6 mois qu'ils se sont donnés, ça va être 6 mois de tentatives intenses de déstabilisation. Écrivez ça. D'autant plus qu'ils sont au courant que l'Alliance des États du Sahel s'apprête à avancer sur le terrain monétaire. Ils se sont donné 6 mois pour porter les coups les plus sévères possibles à l'Alliance des États du Sahel pour que la monnaie souveraine Sahel ne sorte pas en 2025.
C'est pour ça qu'ils se sont donné 6 mois. Ça va être 6 mois de haute sorcellerie. 6 mois de déstabilisation redoublée, intense. Gare, gare, gare à ceux qui se laissent endormir par le faux rythme choisi par la CEDEAO. Gare, gare, gare à ceux qui vont se promener sur les réseaux sociaux quand des ministres, des dirigeants de la CEDEAO disent des choses gentilles pour les reproduire. Oh, ça c'est bien. Enfin, Alassane Ouattara a dépêché un ministre. Il a dépêché un ministre au Burkina, au Mali. Il a fait ça. Gare à vous. Gare à vous, gare à vous, qui êtes facile à embarquer et qui vous retrouvez très rapidement au village de Si Je Savais. Nous sommes là pour vous aider à rester vigilants, éveillés, lucides. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Une organisation de néocolonisés, de vassaux, ne changera jamais pour la tendresse ou la beauté de vos yeux sa manière inimitable de s'asseoir. Vous comprenez? Il y a plusieurs proverbes africains qui devraient être soumis à la méditation des dirigeants algériens actuels, notamment du chef de l'État algérien, le président Abdelmajid Tebboune. Je lui donne une petite liste de proverbes sur lesquels je souhaiterais qu'il médite. Premier proverbe. Quand tu te penches pour regarder le derrière de ton frère, n'oublie pas que ton derrière lui-même est exposé au regard des autres. Deuxième proverbe. Quand tu es au bord d'un cours d'eau extrêmement bruyant et que tu vois quelqu'un qui essaie de traverser mais qui se noie, ne te moque pas de lui tant que toi-même tu n'as pas traversé. Troisième proverbe. Quand tu manges de la viande, par exemple de la viande de singe, et qu'il t'arrive d'avoir dans la main un très agréable morceau de la main du singe que tu es en train de manger, n'oublie pas de comparer sa main à la tienne, car tu verras beaucoup de ressemblances. Nous pouvons élargir la panoplie des proverbes à méditer par les dirigeants algériens en ajoutant que quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à ce que ton crachat te retombe exactement sur la figure. Parce que plus tu craches à la verticale, plus tu te prédisposes à recevoir le fruit scrofuleux de ta cavité buccale. Mieux, demandons au président Abdelmajid Tebboune et à tous les membres de son gouvernement de méditer sur l'une des 7 lois fondamentales du cosmos, la loi d'action-réaction, que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Tembninye, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Ce que tu fais, te fait. En Bassa, on dit ouais. Ce que tu fais là, ça te fait aussi. Ce que tu fais, te fait. Iyom umbong, ouais. Ou lengek, itembek. Pendant que tu lances, la force avec laquelle tu lances est celle avec laquelle l'écho de ce que tu as lancé revient sur toi. D'où on parle de la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Yom ouais. Et les vieux disent Tembninye, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. La loi d'action-réaction. Les hindous, les bouddhistes, les orientaux ont appelé cette loi le karma. Et les anglo-saxons en ont fait une boutade pour dire que le karma est une prostituée. Karma is a bitch. Le karma n'a pas d'amis. Une fois que tu l'as déclenché, il va se comporter conformément à la loi d'action-réaction. Je commence par cette panoplie proverbiale afin de toucher la substantifique moelle de l'intelligence des dirigeants algériens actuels, qui sont aux antipodes de l'idéal du Front de libération nationale d'Algérie, qui a fait l'admiration de tous les Africains cultivés, engagés, de tous les panafricanistes africains du XXe siècle. Le Front de libération nationale d'Algérie, mouvement anticolonialiste, anti-impérialiste,
qui a été en association solidaire avec tous les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes d'Afrique noire pour combattre le colonialisme français, l'impérialisme occidental. Ce front de libération nationale d'Algérie, qui, aux heures les plus chaudes de la bataille du grand peuple algérien contre le colonialisme français, trouvait base arrière au Mali, avec l'approbation des dirigeants maliens, parmi lesquels, eh bien, le plus célèbre dirigeant des années d'indépendance, le président Modibo Keïta. Il faut que le peuple algérien se souvienne. Il faut qu'il regarde le chemin parcouru. Il faut que le peuple algérien voie et médite. Tous les proverbes que j'ai dessinés ont pour but de lui demander de prendre un miroir et de se regarder dans un miroir et de se poser la question suivante. La politique qui est actuellement menée par les dirigeants de l'Algérie est-elle une politique qui reflète les pages les plus nobles, les plus grandes de l'histoire de l'Algérie du 19e siècle à nos jours? Les dirigeants là, qui sont à la tête de l'Algérie, sont-ils à la hauteur de l'Algérie que l'Afrique a aimée? De l'Algérie que l'Afrique n'oubliera jamais? L'Algérie que les Africains cultivés, imbibés de grande histoire, portent dans leur cœur? Est-ce que Abdelmajid Tebboune atteint la cheville des grands Algériens de l'histoire? Dans cette Algérie où Frantz Fanon, l'Africain venu des Antilles, venait soigner dans les hôpitaux psychiatriques de Blida les combattants de la liberté et théoriser l'émancipation de l'humanité dominée. L'Algérie où les Nelson Mandela, les Abel King, les Ahmed Sékou Touré, l'Algérie où les Gamal Abdel Nasser, l'Algérie où les Samora Machel, les Sam Nujoma, les Agostinho Neto venaient poursuivre leur formation militaire en vue de retourner libérer leur terre. L'Algérie où Oliver Tambo, l'Algérie où les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun pouvaient trouver refuge pour y recevoir les formations et le renforcement fraternel nécessaire au démantèlement du colonialisme français. Est-ce que Abdelmajid Tebboune et ses compagnons actuels sont même à l'ombre de la hauteur de cette Algérie? Oui, il est important de rappeler à notre peuple frère d'Algérie que les dirigeants qu'il a actuellement le mettent en porte-à-faux avec son histoire, l'histoire du peuple algérien, et mettent aujourd'hui l'Algérie en porte-à-faux avec toute l'Afrique noire. Car depuis plusieurs décennies, notamment dans les années 90, l'Algérie s'est constituée en base arrière des organisations terroristes soutenues par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique noire. Chaque Algérienne, chaque Algérien qui fait le moindre effort de rechercher des informations pertinentes ne pourra pas nier ce que j'affirme ici ce soir. L'Algérie est la principale base des organisations terroristes qui, depuis l'Afrique du Nord, attaquent le Sahel. L'Algérie est la base arrière des chefs principaux d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, qui attaquent le Tchad, qui attaquent le Nigeria, qui attaquent le Cameroun. Leur principale base arrière en Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Ils y bénéficient du logement, ils y bénéficient des soins, ils y bénéficient de l'aide financière, ils y bénéficient de la protection, de la sécurité, ils y bénéficient des armes, ils y bénéficient des munitions, ils y bénéficient du renseignement
tactique et stratégique. Et ils y bénéficient de la couverture diplomatique. Et même, ils y bénéficient de la couverture médiatique. L'Algérie est aujourd'hui une base arrière incontestable de la déstabilisation de l'Afrique noire. Je mets au défi qui que ce soit de mes sœurs ou frères algériens qui veut prouver le contraire. Je lui demande de choisir la plateforme journalistique sur laquelle le débat aura lieu. Je viendrai avec les preuves. Que Iyad Ag-Ghali et la quasi-totalité des chefs terroristes, les plus grands criminels du Sahel, c'est en Algérie qu'ils ont le gîte, le couvert, la bénédiction et la protection. Ce sera la première preuve que je vais citer. Aucun dirigeant algérien, aucune citoyenne, aucun citoyen algérien ne peuvent nier que les terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina et le Niger est base arrière en Algérie. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est le rôle clé que le territoire algérien joue dans les déstabilisations du Sahel. On prendra comme exemple les événements de Tin Zaouaten. Pour que Tin Zaouaten au Mali soit attaqué, il faut et il aura toujours fallu le soutien de l'Algérie aux terroristes. Les terroristes franchissent la frontière. À partir de la Tin Zaouaten algérienne, ils reçoivent les armes, ils reçoivent les munitions, ils reçoivent le renseignement militaire, ils reçoivent les médicaments, ils reçoivent le traitement. Mieux, on a même vu l'armée algérienne faire des mouvements du côté de sa frontière ayant pour but de protéger le repli des terroristes. Les terroristes entrent au Mali, attaquent le Mali. Quand le Mali monte en représailles, l'armée algérienne sort dans le ciel, l'armée algérienne sort au sol, littéralement se plaçant en position de guerre contre ce Mali qui a été la base arrière de la libération du front sud de l'Algérie contre la colonisation française. À ce jeu joue tout naturellement aussi la Mauritanie. À ce jeu joue tout naturellement, dans une certaine mesure, le Sénégal, qui a hébergé ouvertement un ambassadeur d'Ukraine ayant assumé la participation de l'Ukraine, suppôt de l'OTAN, aux côtés des principales organisations terroristes pour attaquer le Mali, tuer des soldats maliens et leurs alliés russes. Algériennes, Algériens, chers frères et sœurs, vivant en Algérie, vivant sur le continent africain ou dans les diasporas, ayez le courage de dire les 4 vérités au gouvernement algérien actuel. Dites-lui que la grande histoire de l'Algérie anticolonialiste, anti-impérialiste est salie par la complicité d'Abdelmajid Tebboune avec les organisations terroristes qui ensanglantent le continent noir. Ayons le courage de tenir un langage de vérité aux autorités algériennes actuelles afin que notre message ne soit même pas perçu comme un message contre le peuple algérien qui lui-même est victime du régime du FLN. Le régime du FLN étant une odieuse, affreuse et violente dictature. Le peuple algérien lui-même est en prison. Quand nous critiquons la politique d'Abdelmajid Tebboune, nous ne confondons pas le FLN au pouvoir en Algérie avec notre peuple frère, le peuple algérien. Et voilà pourquoi nous pensons que le peuple algérien, que ce soit les diasporas algériennes, doivent s'unir à nous, les Africains d'Afrique subsaharienne, pour dire la vérité aux dirigeants indignes actuels de l'Algérie, en leur disant jamais on ne peut imaginer que l'Algérie, patrie de résistance contre le colonialisme et contre l'impérialisme, soit devenue aujourd'hui la principale base de repli des terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire. Nous, Africains originaires d'Afrique noire, nous, eh bien, Algériennes et Algériens, devons tenir un seul langage aux dirigeants algériens, au président Abdelmajid Tebboune. Démantelez le soutien que vous apportez aux terroristes en Algérie. Et ça, c'était le deuxième point de mon analyse. Maintenant, je viens au troisième point. Voici que le président algérien se plaint de la France.
Il accuse, en dernière date, le gouvernement algérien accuse la France, à travers la DGSE, d'être à la manœuvre pour déstabiliser l'Algérie. Je voudrais que vous écoutiez avec moi une séquence qui résume cette affaire. Alors, l'Algérie accuse la France. Et vous allez voir que les propos utilisés par l'Algérie pour accuser la France sont littéralement une photocopie des reproches que le Mali, le Burkina ou le Niger peuvent aujourd'hui, globalement l'Afrique noire peut adresser à l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie utilise contre la France exactement les accusations que l'Afrique noire peut sans difficulté utiliser contre l'Algérie parce qu'elles sont fondées. Écoutons ce que l'Algérie dit. Tout est parti de la diffusion lundi 9 décembre d'un documentaire sur 2 chaînes de télévision publiques algériennes. Écoutez. Un ancien djihadiste algérien repenti, Mohamed Amin Aïssaoui, raconte qu'il a été approché par le représentant d'une association française travaillant selon lui pour la DGSE, les services de renseignement extérieur français. Ce contact français aurait incité Aïssaoui à recruter de jeunes islamistes pour déstabiliser le pouvoir algérien. Ils m'ont demandé d'aller dans les quartiers populaires d'Alger comme Bab el Oued, El Makaria, Oussendey et El Arash pour trouver les extrémistes. On m'a dit de recontacter les anciens extrémistes et de gagner leur confiance, de leur expliquer que je veux constituer un nouveau groupe terroriste et que je serai leur chef. Dans la foulée, l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romatet, est convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères. Alger met en garde la France après la révélation de ce qu'elle décrit comme une tentative de déstabilisation. L'affaire ne devient publique que ce dimanche via la presse officielle qui cite des sources diplomatiques évoquant la volonté notoire de la France de nuire grandement à l'Algérie. Interrogé ce dimanche à la radio, le ministre français des Affaires étrangères confirme et regrette cette convocation de l'ambassadeur Romatet. Ce sont des accusations infondées, fantaisistes. C'est le ministre que j'ai évidemment eu français des Affaires étrangères, ambassadeur au téléphone pour lui assurer notre soutien. Et que s'agissant de notre relation avec l'Algérie, nous avons même écrit en 2022, le président Tebboune, le président Macron, une feuille de route qui projette la relation entre nos deux pays sur l'avenir. Ce dernier rebondissement dans les relations algéro-françaises, déjà très tendues, n'augure rien de bon pour la suite, selon ce journaliste, fin connaisseur du dossier. La situation entre Alger et Paris ne va pas vers l'apaisement, mais davantage de tensions et des exacerbations, ce qui laisse à penser que nous allons rester sur cette préfiguration, dans cette logique, pendant probablement jusqu'à le départ du président Macron. L'été dernier, Alger avait rappelé son c'est tout le monde qui parle de son départ. Après l'annonce par Paris d'un soutien appuyé à un plan sous souveraineté marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental. Alors, ça c'était un élément de TV5 Monde, que vous avez entendu. Moi, mon objectif n'est pas d'accuser ou de disculper la France dans cette affaire. Parce que de toutes les façons, en matière de déstabilisation, le néocolonialisme français est indéfendable. Le nombre de déstabilisations que le néocolonialisme français a perpétré en Afrique et dans le monde est incalculable. Si on prend seulement en Afrique du Nord le cas de la Libye, on sera d'accord avec le président Emmanuel Macron qui a dit au Figaro en juin 2017 que nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron, en 2017, lui-même reconnaissait la responsabilité de la France dans la déstabilisation de toute l'Afrique. Ce sont ces mots que je viens de citer. Donc, l'action de la France dans cette partie du monde, mon objectif ici n'est pas de la défendre. Elle est indéfendable. C'est une action néocoloniale, c'est une action coloniale. Et ni la colonisation, ni le néocolonialisme, ni l'impérialisme ne sont défendables. Mais ce qui, moi, m'intéresse là, dans la séquence que je viens d'entendre, ce sont les mots utilisés par l'Algérie pour décrire l'action qu'elle impute
la déstabilisation qu'elle impute à la France. L'Algérie accuse la France de financer le terrorisme, de vouloir constituer des groupes qui vont renverser le pouvoir algérien. Mais c'est exactement ce que l'Algérie fait au Mali, car c'est elle qui est la base arrière des organisations terroristes, des organisations criminelles, soi-disant séparatistes ou indépendantistes, qui au mois de septembre 2024 ont attaqué Bamako. Ce sont les hommes d'Alger qui ont mené l'opération d'attaque de Faladje, l'attaque contre l'aéroport Modibo Keïta Bamako-Sénou. Elle a été menée par des hommes coordonnés par des terroristes, des chefs terroristes basés en Algérie. Ils accusent la France de vouloir à tout prix imposer à la tête de l'Algérie des hommes qui soient à sa solde. Mais c'est exactement ce qui est reproché par le Mali et par l'Afrique noire à l'Algérie. Car à travers les Iyad Ag-Ghali et tous les chefs terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui ont le gîte et le couvert en Algérie, que cherche l'Algérie? Mais imposer au Sahel des dirigeants qui sont à sa botte et qui vont accepter d'exploiter les richesses faramineuses du Sahel sous la supervision des multinationales algériennes. Tout le monde le sait. Que les généraux au pouvoir en Algérie n'ont qu'une seule ambition, contrôler les ressources sahéliennes à travers des valets. Et que la déstabilisation du Sahel fait partie en réalité du plan de caporalisation des ressources faramineuses du Liptako-Gourma par les multinationales contrôlées par les généraux au pouvoir en Algérie. Donc, on peut prendre toutes les accusations de l'Algérie contre la France et on en trouve une copie conforme dans les accusations fondées que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et en particulier le Mali peuvent formuler contre l'Algérie. D'où je voudrais conclure ce premier sujet en disant ceci aux dirigeants algériens. Vous ne pouvez pas dénoncer la déstabilisation en pratiquant la déstabilisation. Vous ne pouvez pas dénoncer le terrorisme en pratiquant le terrorisme. C'est ce qu'on reproche aux dirigeants français. L'une des raisons pour lesquelles la France a été contrainte de plier bagages militairement au Sahel, c'est cette duplicité, c'est ce double langage. On va en Libye, on assassine Kadhafi, on arme Al-Qaïda et l'État islamique pour qu'ils attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, qu'ils attaquent tout le Sahel et même le golfe de Guinée. Et après, on vient faire semblant d'aider les pays sahéliens à combattre les terroristes qu'on a armés en Libye. N'oubliez pas cette master proof, cette grande preuve délivrée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il l'a rapportée, elle est disponible. Et elle sera dans le livre qui sort à Bamako bientôt. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, demande à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire française au Mali pour stopper ce qu'on appelait abusivement alors les djihadistes qui fonderaient, qui fonceraient, dit-on alors, sur Bamako. Lavrov, au nom de la Russie, marque l'accord de la Russie pour ne pas opposer un veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais Lavrov ajoute un commentaire resté célèbre. Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel français, laissera une réponse qui, jusqu'aujourd'hui, traumatise toute l'Afrique. Il dira, c'est la vie. C'est la vie. C'est-à-dire que c'est normal que la même puissance arme les terroristes en Libye et vienne faire semblant de les combattre au Mali. Pourquoi? Parce que pour dominer en Libye et dominer au Mali, elle a besoin du chaos. L'ordre par le chaos. Diviser pour mieux régner. Déstabiliser tout le monde pour avoir tout le monde à sa merci. Voilà le principe de l'impérial terrorisme que j'ai théorisé dans le livre qui sort à Bamako aux éditions de l'Institut de l'Afrique des Libertés, en coopération avec les éditions Bandama et la librairie Ba. Donc, l'Algérie n'a pas, comment je peux dire, elle n'a pas la légitimité morale. Elle ne peut même pas provoquer le scandale
Elle ne peut même pas provoquer, pour ainsi dire, la compassion du monde. Quand elle accuse la France de faire contre elle ce qu'elle fait contre le Mali. Nous demandons aux autorités algériennes, par conséquent, de démanteler toutes les organisations terroristes qui sont sur leur sol, de renouer avec la politique du panafricanisme révolutionnaire, de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme qui unifia autrefois le Front de libération nationale d'Algérie avec les mouvements d'émancipation d'Afrique noire. Nous demandons aux autorités algériennes de revenir aux fondamentaux de la fraternité de lutte algéro-africaine. Sans le retour à ces fondamentaux, l'Algérie va crier seule comme un prophète perdu dans le désert. Non seulement elle ne sera pas crédible aux yeux de l'opinion occidentale, elle ne sera pas crédible aux yeux de l'opinion africaine, et même le peuple algérien ne croira pas aux cris d'orfraie poussés par ses dirigeants, dès lors que le peuple algérien sait que les mêmes dirigeants déstabilisent des pays voisins en s'appuyant sur des terroristes. Le peuple algérien lui-même n'aura pas de compassion pour un régime qui se plaint qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres. Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'autrui vous fasse. Voilà la règle d'or. Voilà le principe de la table d'émeraude qui est rappelé aux dirigeants algériens. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de mentir au peuple algérien. Arrêtez de mentir au monde. Vous avez partie liée avec les pratiques terroristes que vous condamnez. Et par conséquent, vous n'avez pas la crédibilité, la pertinence, la légitimité nécessaire pour faire la morale, même au néocolonialisme français. Notre espoir est que ce miroir que nous plaçons devant vous vous aide à retrouver la mémoire grandiose de l'Algérie qui est attendue, l'Algérie absente, la grande Algérie, peuple en lutte, peuple révolutionnaire, peuple fraternel, cette grande Algérie qui a été mise en sommeil, mise sous le boisseau, cette grande Algérie qui est écrasée par la dictature des généraux et la grande fraude électorale structurelle du régime Tebboune. Cette grande Algérie est attendue. C'est avec elle que l'Afrique noire a un grand chemin à parcourir. C'est avec l'Algérie, la grande Algérie de l'histoire, patrie de résistance, patrie de solidarité, de fraternité, de lutte anticoloniale, anti-impérialiste. C'est avec cette Algérie qu'un avenir commun est possible. Mais celle qui nous a imposée par Abdelmajid Tebboune, un régime corrompu, brutal envers le peuple algérien, un régime de menteurs fiefés, de manipulateurs d'opinion, un régime qui veut se faire passer pour un saint, pour un ange de lumière, alors qu'il a une pratique politique internationale démoniaque. Cette Algérie-là, la mauvaise, elle n'impressionne ni les Algériennes et les Algériens conscients, ni les Africaines et les Africains éveillés. Voilà pourquoi il faut qu'on vous dise la vérité. Monsieur Abdelmajid Tebboune, prenez votre miroir et regardez-vous quand vous critiquez les déstabilisations françaises. Comptez bien toutes les déstabilisations que vous menez actuellement contre l'Afrique noire. Et dites-vous ceci, le temps de l'Afrique noire est arrivé. Tout ce qu'ils font aux Africains, ce qu'ils n'accepteraient que personne leur fasse, ils recevront au centuple chez eux ce qu'ils ont fait aux Africains. Je recommence une deuxième fois. Tout ce qu'ils font aux Africains, ce qu'ils n'accepteraient que personne leur fasse, ils verront en ce 21e siècle leur arriver chez eux 100 fois plus que ce qu'ils font aux Africains. Ceux qui déstabilisent l'Afrique seront déstabilisés. Ceux qui méprisent les Africains seront méprisés. Ceux qui pensent pouvoir continuer à piller l'Afrique seront pillés. Ceux qui croient pouvoir continuer à appauvrir l'Afrique seront pauvres, appauvris. Ils vont rentrer dans des crises économiques, des crises financières, des crises monétaires, des crises budgétaires, des crises sociales. Ils vont basculer dans des guerres civiles sous forme de malédictions infinies. Tous ceux qui veulent du mal à l'Afrique. Ce siècle sera africain ou ne sera pas. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Ceux qui
se sont assis chez eux et ont envisagé de dépecer le Mali en 1000 morceaux, c'est leur pays qui sera dépecé en 1000 morceaux. Qu'ils regardent bien leur pays. Leur pays est assez grand pour être bien dépecé. Ceux qui se sont assis là, ils ont calculé le Niger, ils l'ont regardé, ils ont dit, ah, plus d'1 million de kilomètres carrés, ça serait intéressant qu'on fasse comme au Soudan. Ça va arriver chez eux. Ceux qui veulent dépecer l'Afrique là, ce 21e siècle, le dépeçage aura lieu chez eux. Et si vous regardez bien, ça a déjà commencé. Si vous regardez même très bien là, tous ceux qui persécutent l'Afrique, leur propre dépeçage a déjà commencé. Ils ont commencé à se dépecer entre eux-mêmes. Ils ont commencé à se tailler entre eux-mêmes en morceaux. Ils sont en train de s'émietter et ils s'effondrent de manière inexorable. Tous ceux qui persécutent le grand peuple africain en éveil. Si l'Afrique continue de s'éveiller, de s'unir, de se rassembler, à l'instar de la Confédération des États du Sahel, l'Afrique puissante, l'Afrique véridique, l'Afrique solidaire, l'Afrique juste, elle sera invincible. Et tous ceux qui voudront écraser les Africains seront écrasés. C'est la loi de ce temps. Il vaut mieux la rappeler dans des termes assez clairs, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre tant qu'on ne leur a pas expliqué.